Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition virtuelle du Printemps des urgences. Pour ceux qui n'étaient pas à la première session arrêt cardiaque ce matin, je suis Carlos Elcouri, médecin urgentiste à Medipôle, coordonnateur de Résuval. Je vais avoir le plaisir de commodérer cette session avec Patrice Serre, urgentiste à Bourg-en-Bresse. Bonjour Patrice. Bonjour Carlos, bonjour à tous. Donc, vous êtes plus de 360 inscrits à cette édition. On vous en remercie. Et donc, sans trop tarder, je vais inaugurer cette session par une présentation de l'étude ACFA, que voici. C'est OK, Patrice? On peut voir? Ouais, bah écoute, moi c'est bon, Très bien. ta présentation à l'écran. Donc, l'étude ACFA, c'est appréciation de la prise en charge de la fibrillation atriale aux urgences. Une étude qui a été promue par la Société française de cardiologie, la SFMU et le réseau Rescue. Voici mes conflits d'intérêts. C'est en 2015 que la SFMU a publié ses premières recommandations pour la prise en charge de la fibrillation atriale aux urgences. Et c'est exactement ce qui a motivé l'idée de notre étude. Nous avons voulu décrire la portée de ces recommandations dans nos services, comment nous prenons en charge la fibrillation atriale. Et vous allez voir, tout au long de cette présentation, nous avons fait la distinction entre les fibrillations atriales idiopathiques et les fibrillations atriales secondaires. Alors, vous verrez s'il y a une pertinence clinique à faire cette distinction, les idiopathiques étant évidemment les fibrillations atriales isolées, et les fibrillations atriales secondaires sont celles qui vont résulter d'un infarctus du myocarde, d'une pneumopathie, d'une poussée d'insuffisance cardiaque, d'une embolie pulmonaire. Nous avons voulu regarder les traitements dont bénéficient nos patients, que ce soit anticoagulants ou antiarythmiques, ainsi que les actes réalisés aux urgences. Et nous avons suivi nos patients pendant 1 an, ce qui était une première pour une étude sur l'AFA aux urgences, afin de mesurer l'incidence de l'AFA si elle est récidivante ou persistante, décrire l'observance des patients, mesurer l'incidence des événements secondaires et enfin évaluer la mortalité à 1 an. Donc c'est ainsi que 32 centres ont inclus 1576 malades du 1er octobre au 30 novembre 2018, donc 3 ans après la publication des recommandations françaises. Tous les malades n'ont pas pu être analysés dans cette étude, puisque nous n'avons pas trouvé la trace du consensus pour 60 d'entre eux, et nos 2 cardiologues experts, donc Pierre Boulet ici présent et Stéphane Manzo qui est à la Riboisière, ont relu 1576 tracés, et je les remercie vivement de l'avoir fait, pour écarter 147 qui ne paraissaient pas pour eux relever d'une fibrillation atriale. Et c'est donc 1369 patients qui ont été analysés ici. Je vais vous en présenter les résultats. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de chiffres. J'ai fait exprès de vous les mettre comme ça, vous aurez tous les résultats de l'étude, mais je prendrai le temps de m'arrêter sur quelques-uns. Et à chaque fois, vous aurez une colonne présentant l'ensemble des patients, ici, là, et une comparaison entre la fibrillation atriale idiopathique et la fibrillation atriale secondaire. Donc, nous avons affaire à des patients âgés, 84 ans d'âge médian, avec 25% d'entre eux qui ont 90 ans et plus. Vous remarquerez que les patients pris en charge pour fibrillation atriale secondaire sont bien plus âgés que ceux pour fibrillation atriale idiopathique. Et forcément, ils sont plus nombreux à être en EHPAD, à être grabataires avec perte d'autonomie. Ils ont été plus nombreux pour lesquels les numéros d'urgence ont été appelés, et là aussi plus nombreux avoir été transportés par ambulance ou par les pompiers. Peut-être qu'il y a un des modérateurs qui a son micro encore ouvert. Je vais lui demander de le mettre en muet. Donc, qui dit patientèle âgée ou très âgée, dit forcément plus de femmes. Et vous remarquez ici que l'âge médian des femmes est bien plus élevé que celui des hommes naturellement. Et si on s'arrête un peu sur le degré d'autonomie qui est ici représenté
ce graphique par les rectangles rouges. L'autonomie partielle, c'est le vert, et puis la gravatisation, ici en bleu. Vous voyez que la perte d'autonomie chez cette patientèle-là a commencé dès l'âge de 55 ans et va crescendo jusqu'aux âges le plus extrême. Donc, nous avons à la fois des patients très âgés et puis très affaiblis aussi par des comorbidités qui sont ici les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes, l'insuffisance cardiaque, la cardiopathie ischémique, rythmique, hypertensive ou thromboembolique, ou encore l'AVC, qui sont 2 à 3 fois plus nombreux dans le groupe des patients qui ont une fibrillation atriale secondaire versus idiopathique. Alors, tous les patients n'avaient pas de fibrillation atriale à leur admission aux urgences, puisque 24% des fibrillations ont été découvertes au moment de la prise en charge aux urgences. Alors, vous remarquez aussi que 57%, donc une grande majorité des patients fibrillation atriale secondaire, avaient été hospitalisés au moins une fois dans l'année qui a précédé leur prise en charge, et alors que ceux-là même sont pour une grande majorité suivis par un cardiologue au long cours. Si on s'intéressait un peu à leur traitement au long cours, une bonne partie d'entre eux avaient déjà des anticoagulants, 64%, avec une préférence pour les AOD. Quant aux antiarythmiques, une préférence pour les bêta-bloquants, 80% des antiarythmiques au long cours chez ces patients-là étaient des bêta-bloquants. Je ne vais pas m'arrêter sur la clinique, si ce n'est pour faire remarquer que la moitié presque des patients admis pour fibrillation atriale idiopathique s'étaient plaints de palpitations. À 46,5%, c'était leur motif d'admission, alors que ce n'est absolument pas le cas pour les patients avec fibrillation atriale secondaire, qui avaient plutôt des symptômes d'ordre général. Quant aux tests diagnostiques réalisés aux urgences, l'échographie transthoracique, elle est bien plus importante dans le groupe des patients avec fibrillation idiopathique. Enfin, il faut modérer mes propos puisque nous n'avons que 59 patients qui en ont bénéficié. Alors certes, elle n'est pas en première intention dans les recommandations. Il est possible qu'ici, on a eu accès plus facilité ou plus courant aux cardiologues pour réaliser l'échographie, s'agissant de fibrillation atriale isolée, alors que ce n'était pas le cas pour les patients avec fibrillation atriale secondaire. Enfin, vous avez ici la radiographie du poumon, dont on sait ce qu'elle est devenue suite au Covid, le BNP ou la troponine. Je m'arrête un peu pour faire remarquer que les scores de risque, que ce soit ischémique pour le Tchad-Vasque ou hémorragique pour le Hasbled, qui sont déterminants dans le choix d'une décoagulation ou pas, ne sont pas très couramment utilisés chez moins d'un patient sur 2, alors que quand le Tchad-Vasque a été fait, il était supérieur ou égal à 2, donc avec indication d'anticoagulation, chez quasiment tous les patients avec fibrillation atriale secondaire. Si on regarde de près les traitements administrés aux urgences, et en particulier les anticoagulants oraux, il y a une nette préférence pour les AOD chez plus de la moitié des patients, et encore un peu de prescription d'antivitamine K. Quant aux antiarythmiques, là encore, une nette préférence pour les bêta-bloquants, un peu moins l'amiodarone. Enfin, quel a été le devenir de nos patients? Et là aussi, vous commencez à percevoir une certaine logique à distinguer fibrillation atriale idiopathique de fibrillation atriale secondaire. Ce n'est pas tout à fait la même consommation de ressources. Et là, on a une majorité de patients hospitalisés dans un service de cardiologie ou en USIC, alors que ça n'a pas été le cas pour les fibrillations atriales secondaires que nous allons retrouver plus dans des services de médecine ou de gériatrie. Quant à la mortalité hospitalière, elle est négligeable, elle s'approche de 0, et d'où l'intérêt d'avoir suivi nos patients pendant 1 an. Et voyez là que la mortalité des patients pour fibrillation atriale idiopathique est autour de 12%, donc ici on a la survie à 88%, alors qu'elle est 3 fois plus la mortalité pour les patients avec fibrillation atriale secondaire, une survie à 1 an qui est de 65%, donc une mortalité autour de 35%.
Et donc, pour nous, ça a été vraiment une découverte, surtout que d'avoir démontré à travers cette analyse multivariée que la fibrillation atriale secondaire était vraiment un critère pronostic, pour pas dire un facteur de risque de mortalité, tout comme l'âge, évidemment, la perte d'autonomie ou là encore l'insuffisance cardiaque. Donc, les messages que je peux tirer personnellement de cette étude qui est observationnelle, qui n'est pas encore publiée, l'article est en cours de reviewing. Les scores de risque sont vraiment sous-utilisés. Alors, on sait en France, même les cardiologues n'aiment pas trop les scores, et encore moins les urgentistes, mais là, il va falloir qu'on s'y mette. La cause la plus fréquente des fibrillations atriales secondaires, c'est la pneumopathie. Et 24% des patients, et donc ils vont pas mourir de fibrillation atriale, mais ils vont mourir du sepsis et de ses conséquences. 45% des fibrillations atriales de novo seulement voient leur cardiologue 3 mois après la sortie des urgences. Et là, à titre personnel, je me pose la question du traitement ambulatoire de la fibrillation atriale quand ça le permet, donc la fibrillation atriale idiopathique, étant toujours un peu frileux à introduire des anticoagulants, lâcher le patient dans la nature quand le parcours n'est pas bien établi par la suite. Et donc, enfin, forcément, la fibrillation atriale secondaire est-elle un marqueur pronostic ou pas? On va probablement aborder le sujet avec nos intervenants. J'en profite pour remercier la SFMU, la SFC de leur soutien, les laboratoires Bayer Boehringer d'avoir sponsorisé l'étude, l'ensemble des investigateurs des 32 centres et puis nos experts, Stéphane Manzo, Pierre Taboulet, Tahar Chouyed, de nous avoir aidés à monter l'étude, à relire les ECG, et puis Alexandra Peretti, l'ARC de Recio, qui a coordonné l'étude. Je vous remercie. Merci Carlos pour ce retour, cette présentation de l'ACFA dans la vie réelle des urgentistes. Résultat effectivement d'un travail important et effectivement à nouveau merci à tous les centres d'avoir participé à ce travail. Et maintenant j'ai donc laissé la parole à celui qu'il ne faut plus forcément présenter, mais néanmoins expert reconnu qui est intervenu dans l'ACFA, qui nous a relu justement tous les ECG avec l'aide de Stéphane Manzo et qui va nous présenter donc les ECG dans le cadre de l'AFA, donc le docteur Pierre Taboulet, le plus cardiologue des urgentistes, ou le plus urgentiste des cardiologues selon les jours. Urgentiste donc sur l'hôpital Saint-Louis à Paris. Pierre, la parole est à toi. Voilà, quitte ton écran et je prends le mien, si c'est possible. Alors, tu partages ton écran et normalement, c'est toi qui t'affichera. Voilà. C'est moi qui m'affiche. Alors, je vous remercie. J'espère que le timing va être respecté. Je compte sur vous. Donc, c'est un très beau thème, fibrillation atriale atypique, parce que la fibrillation atriale, c'est un des signes sur l'électrocardiogramme qu'il faut apprendre à repérer. On a vu qu'il y avait presque 10% d'erreurs, que ce soit par les urgentistes et que ce soit par les ordinateurs. Donc ça, c'est la première des choses. On va revenir à qu'est-ce qu'une fibrillation atriale typique. Et ensuite, qu'est-ce qu'une fibrillation atypique et qu'est-ce que ça nous apporte de dire qu'elle est atypique. Voilà, donc c'est parti. Sur ce topo, d'abord, fibrillation typique, hein, c'est une activité, la définition anarchique, de l'activité atriale entre deux QRS que l'on peut voir en général sous forme d'ondulation irrégulière et rapide tout le long du tracé. 10 secondes sur un ECG, 2 minutes et demie sur un Holter ou les autres techniques détectables. L'irrégularité des intervalles doit être absolue. On appelle ça en anglais aussi une absolute arythmia. Et ça, c'est important. Toute irrégularité absolue des intervalles RR est une FA jusqu'à preuve du contraire. Donc, sur 10 secondes, on peut parfois se faire avoir, mais plus longtemps, non. C'est dans les cas difficiles, répéter le sujet. La cadence ventriculaire d'une FA, spontanément, elle est freinée par le nœud. Elle n'est pas très rapide ni très lente. Elle est plutôt 80 chez des gens qui ont fait une FA rapide paroxystique puis qui se ralentissent à cause d'une hypertonie vagale. Mais généralement, ça ne reste pas spontanément à 150. Ça a tendance à se ralentir à cause de l'activité du nœud atrioventriculaire qui va la freiner. Et avec le temps ou avec les médicaments, ça se ralentit. Donc, une FA jusqu'à 150, oui. En dessous de 80, au-dessus de 150, j'ai vraiment des questions. Ça, c'est ma vision des choses. Ce n'est pas consensuel. Il n'y a pas de définition consensuelle. Par contre, ce qui est consensuel, c'est que les QRS doivent être fins. S'ils ne le sont pas, il faudra chercher une altération dans le système de conduction
ventriculaire, donc en général le ischio purkinje, ou alors les faisceaux accessoires, on en verra un exemple. Alors voilà typiquement une AFA typique, c'est le cas de le dire. On voit qu'il n'y a pas d'onde P sinusale en D1, D2, positive en D1, D2, et qu'à la place, il y a un remplacement par une activité atriale de base qui n'est pas des parasites, qui est constante dans toutes les dérivations. Il n'y a absolument aucune onde P sinusale, c'est important de ne pas se faire piéger. Si on hésite un peu parce qu'on ne voit pas très bien la FA, alors on va utiliser l'irrégularité absolue des QRS, et pour cela, il faut utiliser souvent la bande de long, qui est très importante, éviter les ECG 3 pistes, et alors éviter les ECG sans bande de rythme. On voit bien ici que les RR sont absolument irréguliers, qu'il n'y a aucune relation mathématique entre eux. Et enfin, on a dit qu'il y avait des signes typiques qui étaient les QRS fins et les cadences ventriculaires entre 80 et 150. Et on ne parlera pas de la repolation qui souvent est un petit peu altérée. On parle de troubles mineurs de la repolation. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. En général, ça reste mineur comme trouble de la repolation. Alors, on y va avec une première par ordre de fréquence. Atypie, c'est la FA lente. Alors, on ne dit pas FA lente parce que ça ne veut rien dire, mais c'est la cadence ventriculaire qui est lente. D'accord ? Maintenant, si vous dites FA lente, on vous comprend, mais ça ne fait pas pro. La FA est toujours rapide, elle est entre 400 et 600 par minute. C'est une activité anarchique sous forme d'ondulation très variable de la ligne de base. Et là, quand il y a une fréquence à 34, il faut rechercher un problème de conduction dans le nœud atrioventriculaire ou au-delà. Donc, on va la trouver, normalement, là, on la voit encore, l'irrégularité, mais de temps en temps, on voit qu'il y a de la régularité. Ça veut dire que là, c'est un complexe d'échappement. S'il y a un complexe d'échappement, c'est qu'il y a un BAV au-dessus. D'accord ? Donc là, on voit bien que le BAV est intermittent parce que la FA bombarde le nœud, mais la conduction cachée fait que ça sort de temps en temps de façon imprévisible. Toute FA lente est un BAV de haut degré, voire un BAV complet, si on ne voit absolument jamais d'intervalle RR irrégulier. D'accord ? Donc en général, la première cause, c'est dégénératif, mais nous, urgentistes, devant toute bradycardie, on cherche toujours ischémie, hypercalémie, intoxication, hypothermie. C'est vraiment le truc, les 4 I qui doivent venir en tête. Là, voilà justement un très beau cas de FA dite lente. On voit bien, ou on la voit mal, parce que c'est une FA ancienne, l'arythmie. On ne voit pas l'irrégularité des complexes QRS. Mais donc justement, quand il y a une FA et pas du tout d'activité sinusale ni quoi que ce soit d'autre, il faut penser qu'il y a un BAV complet généré ici par peut-être des troubles métaboliques comme une intoxication digitalique. Il faut toujours y penser. C'est devenu extrêmement rare, mais il y a toujours des insuffisances rénales qui viennent ou des médicaments qui viennent ou des hypercalémies qui viennent modifier la toxicité de la digitaline. Alors celle-là, on va commencer dans les atypies. D'abord, première chose, vous voyez, elle est quasiment pas visible, la FA. C'est son aspect. La deuxième irrégularité, c'est qu'elle est lente. C'est une deuxième atypie. Vous y êtes maintenant. Et la troisième qu'on va voir, ce sont les QRS larges, comme le bloc de branche droit ici, que vous reconnaissez en V1. Et la quatrième atypie qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut regarder le sujet du début à la fin. On va jusqu'à la repolarisation, on mesure les QT. Et quand on voit ce qu'on appelle des S italiques couchés, on voit maintenant beaucoup plus de cordarone que de digitaline. Je voulais montrer cet aspect, vous le retrouverez sur le site internet. L'amiodarone donne des FA ralentis, c'est une toxicité quasiment irréversible parce que les gens laissent trop longtemps les malades sous amiodarone et c'est une toxicité cardiaque certaine parmi toutes les toxicités de l'amiodarone au long cours. Donc l'AFA est atypique parce qu'il y a le QT long, parce qu'il y a les microvoltés, parce qu'il y a un bloc de bronche, parce qu'elle est lente. Là, vous avez encore un patient, c'est plus difficile encore, parce que vous avez une bradycardie. Et là, vous êtes gêné, vous ne voyez pas d'onde P sinusale. Il n'y en a pas. Donc, vous ne voyez pas d'onde P rétrograde, vous ne voyez pas de flotteur, vous ne voyez pas rien du tout. Donc, vous vous dites, et si c'était une FA? Et on va être obligé d'imaginer que c'est une FA parce qu'il y a un microvoltage de la ligne de base. Ce n'est pas un bloc sino-atrial complet avec une ligne de base qui est totalement plate. Ce n'est pas des parasites, ça. C'est la fibrillation atriale du patient qu'on peut à peine voir en échographie. En général, on ne la voit pas, sauf si elle vient de s'installer, la FA, ou les flotteurs, on les voit, on voit les ondes P. Mais là, le diagnostic repose sur la discrète irrégularité de la ligne de base. Et comme les QRS sont réguliers, vous avez compris qu'il y avait un BAV complet. Un BAV complet, et vous le comprenez mieux parce que la région septale est attaquée par une séquelle d'infarctus. Il y a un bloc de branche droit
Donc, c'est un BAV complet dégénératif. Vous avez l'explication de ce patient qui est vendu, entre guillemets, facilement au cardiologue. Quand on regarde toutes les atypies de ce dossier, tout est en rouge. Celui-ci, je vous le montre parce que c'est régulier encore et que vous êtes obnubilé par un pacemaker. Dès qu'il y a un pacemaker, il n'y a plus personne qui réfléchit, d'ailleurs les ordinateurs non plus. Et donc, vous continuez quand même à chercher quel est le rythme atrial. Est-ce qu'il y a un rythme atrial? Et la réponse est oui. Vous avez appris à repérer une EFA. La première chose qu'on cherche sur un ECG, ce n'est pas les QRS, ce n'est pas leur pression, c'est ce qui est une activité atriale. Et je vous l'ai dessiné ici. Et à ce moment-là, c'est une EFA qui est tellement lente qu'on a mis un pacemaker. Les QRS sont électro-entraînés réguliers. OK? Donc, atypie par la régularité. Et là, les pacemakers. Je vous mets en garde parce que les pacemakers sont fréquents et souvent les gens disent il a un pacemaker ou au cours du pacemaker, il a installé la FA. Et donc, si ce n'est pas connu, vous devez regarder la FA qui est là très facile à voir parce qu'il faut anticoaguler ce patient. Il n'a pas un jet vasque à zéro, ce garçon, hein, avec un pacemaker en général et une FA comme ça. Donc, vous regardez votre ordinateur et là, comme d'habitude, il dit n'importe quoi parce qu'il dit rythme sinusal, parce qu'il trouve que les RR sont réguliers, il dit bloc de branche gauche. Franchement, je suis catastrophé par les interventions des built-in algorithmes dans les ordinateurs actuels. Je ne comprends pas, ça devrait être interdit. Pour ce qui est complexe, pas pour ce qui est élémentaire. Là, encore une atypie. Vous voyez, quand on va un peu vite comme ça, on se dit, mais quel est le rythme? D'accord? Première chose, quand vous ne voyez pas la FA, je ne la vois pas, je cherche s'il y a un flotteur, une activité rétrograde, etc., une tachycardie atriale. Mais si je ne la vois vraiment pas, alors je vais la déduire de l'irrégularité des QRS. Ces flèches en bas ont été construites par l'ordinateur par répartition verticale. Et ce simple irrégularité avec votre œil sur le dé de long doit vous faire comprendre qu'il s'agit d'une pseudo-régulière FA. C'est un piège, là, de FEDEP. Voilà. Alors ça, c'est dommage de la rater. L'ordinateur, lui, le raterait peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il a un algorithme qui lui permet de reconnaître les FA sur l'irrégularité des RR. Regardez celui-ci, encore un exemple. Quand c'est rapide, c'est un piège. Là, on est à la fois microvolté et pseudo-régulier. C'est encore un deuxième piège. Et ça va être très dur, si vous n'êtes pas attentif, de repérer la FA sur les régularités sensibles des trucs. Vous allez perdre du temps avec l'adénosine, le je ne sais pas quoi, le je ne sais pas quoi. Deux, trois tracés de suite, un massage sino-carotidien et vous démasquerez l'irrégularité de la FA. Encore une pseudo-régulière. Celle-là, plus on est rapide, plus on est pseudo-régulier. Mais en fait, il n'y a pas photo. Il faut sortir un peu vos lunettes. Et vous voyez que là, c'est vraiment pas une TJ, ce truc-là. Et en plus, c'est une FA hyper rapide, comme on voit dans les sepsis, les chocs, les adrénergies. Un cardiologue qui voit, un urgentiste qui voit une FA supérieure à 150 doit se demander, ce n'est pas la FA qui est en jeu, il y a autre chose. Qu'est-ce qui fait que ma FA est rapide? Et chercher les causes donc d'atypie d'une FA rapide. Je rentre maintenant sur d'autres formes sémiologiques de la FA qu'on appelle le fibrilloflotteur. Ça ressemble comme ça à un flotteur, et vous vous faites souvent avoir, parce que c'est un peu régulier les ondes P, comme ça, ce ne sont pas les ondes P, c'est juste à un moment donné, il y a eu un hasard, une construction mathématique qui fait que ça a l'air d'être un peu un flotteur. Tout ce qui n'est pas un flotteur, c'est-à-dire un battement d'aile régulier, est une FA. Et vous allez le prouver par l'irrégularité des QRS, donc un petit coup d'œil en bas ou un petit coup d'œil en bas ici. Ce ne peut pas être un flotteur, c'est totalement irrégulier les QRS. Et ne vous faites pas piéger, ce n'est pas des ondes P sinusales, sinon je la verrai en D1, ce n'est pas un flotteur, sinon j'aurai un battement d'aile, et ça, c'est rien du tout. Il y a un bloc gauche, on va le noter, car le bloc gauche et la FA, ça signe souvent des cardiopathies. Donc, voici typiquement une FA avec bloc de branche gauche. On va avoir besoin de ce dessin tout à l'heure. OK, pseudo-flotteur. Là, vous avez un patient, c'est intéressant parce qu'on voit l'irrégularité des RR et non pas la FA, mais vous avez appris à faire des diagnostics de l'atypie en l'absence d'activité sinusale. Vous pouvez faire le diagnostic en bas avec l'ordinateur qui vous a calculé les RR. Ici, on va avoir besoin. Et vous voyez les petites choses ici qui apparaissent. Alors ça, c'est vraiment le grand piège du débutant, c'est de penser au cours d'une FA rapide que vous voyez des TV. Alors vous en voyez absolument partout des TV, vous allez voir que c'est exceptionnel, les bitachycardies. Par contre, les aberrations de conduction qui sont liées ici en bas, si vous regardez le carré, vous voyez l'accélération ici de l'intervalle RR qui est beaucoup plus court, ça n'arrive pas à descendre dans la branche droite et donc ça bloque pendant un certain temps.
Il n'y a pas de pause post-TV. Ce n'est pas une TV. L'aberration reprend comme s'il n'y avait rien eu. Simplement, la branche droite est claudicante dès que la fréquence cardiaque a été longue puis courte. Donc ça, c'est indispensable à connaître pour un urgentiste pour ne pas se faire piéger, comme je l'ai été quand j'étais jeune, parce que je ne connaissais pas ce principe avant de lire les bonnes revues, il faut le dire, anglo-américaines. Donc là, autre piège, ces tracés sont très impressionnants, c'est pour ça que je les ajoute, vous voyez, mais quand même, premier piège, c'est atypique. Il y a des ondes P sinusales régulières, donc ce n'est pas une EFA. Souvent, les gens anticoagulent ça dans l'étude dont nous avons parlé, il y avait des FA incomplètes. Il faut 10 secondes de FA, sinon ce n'est pas une FA. C'est une hyperexcitabilité atriale, des salves de FA, mais ce n'est pas une FA. Il n'y a pas besoin d'anticoaguler en urgence là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire des tracés longs. Bon, bref, on va faire ce qu'on a à faire, mais là, ce n'est pas le problème. Et vous voyez qu'il y a des QRS larges quand c'est rapide. Ce ne sont pas des TV, qui sont des QRS intermédiaires dès que ça s'accélère un peu. Et ce sont des blocs de branche droit, une fois de plus, qui sont fréquences dépendants. Il n'y a pas de repos post-TV. C'est hyper fréquent. Plus la fréquence cardiaque est irrégulière et rapide, plus vous allez générer des BBD. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est le contraire. Vous voyez, on a une FA devant les RR réguliers, l'absence d'onde P, et vous avez un QRS fin de temps en temps. C'est le contraire. L'aberration a disparu. Alors là, ça vous laisse perplexe, des QRS fins sur la FA. Sachez que ça peut se faire dans l'autre sens. L'aberration, elle peut tout à fait disparaître. Donc, c'est encore un petit signe. Celui-là, je vous le montre parce que c'est un bloc gauche, d'abord, qu'on va voir. C'est un bloc incomplet gauche la plupart du temps. Le QRS est fin. Et puis, de temps en temps, il y a un QRS plus large dès que la fréquence cardiaque s'active. Voilà. Donc, s'accélère. Et vous avez vraiment l'alternance BIG, BBG. D'abord, ça vous permet de repérer ce que c'est qu'un BIG. Et vous avez en plus un trouble de la respiration intéressant qu'on voit dans les post-BBG qu'on appelle l'effet Chatterjee. C'est un trouble de la respiration très trompeur avec l'ischémie. Là, c'est parti sur la troponine et la coron en général. Alors que quand il y a un BBG, une FA, souvent on a des ondes T inversées, comme avec les pacemakers d'ailleurs. Je passe pour les 2 dernières diapos qu'il me reste pour ne pas déborder mon temps. Je vous laisse regarder ce ECG. Nous venons de voir que la FA se repérait soit parce qu'on la voyait, soit parce qu'on la déduisait des intervalles RR. Et là, je vous demande de la déduire des intervalles RR. Ne regardez pas ni les QRS, ni la repolarisation. Regardez-moi ces QRS. Alors, ils sont fins ici et larges ici, mais vous voyez qu'ils sont totalement irréguliers. Voilà. Ce ne sont pas des ESV comme ça forcément, surtout qu'il n'y a pas de pause post-QRS large. C'est probablement devant une FA, un trouble de conduction. Ce trouble de conduction, c'est soit une préexcitation, soit une aberration, évidemment. L'aberration est beaucoup plus fréquente. Et là, vous voyez, ce patient, il a des QRS fins intermittents. Un urgentiste doit connaître ça, parce que c'est vous qui les voyez en premier. Vous voyez que ce ne sont pas des TV, parce qu'il n'y a pas de pause post-machin. Et vous voyez que ça n'a pas une tête de BBG, parce que ça descend lentement, et qu'il y a une préexcitation qu'on appelle des ondes delta. Vous voyez. Toutes ces ondes delta sont bien visibles en bas sur le D2. On les voit d'ailleurs encore mieux ici. Ces ondes delta, et là c'est le miroir de l'onde delta, donc ce ne sont pas des séquelles d'infarctus, c'est vraiment une préexcitation. Vous voyez ici, l'influx passe par le faisceau accessoire, le Kent, donc il y a une prédominance de la préexcitation ventriculaire, un aspect de retard gauche, puisque j'ai activé mon ventricule droit en premier. Là, là c'est la FA, elle est plutôt passée par là, sans bloc. Et puis là, elle a recommencé. Alors, cette alternance comme ça de FA permanente, l'irrégularité constante, c'est typique de la préexcitation. Je vous demande vraiment d'apprendre ça, de regarder sur le site, parce que ça se traite par un seul médicament maintenant, qui est la flécaïne en France, pas la cordarone, sinon il faut choquer. J'ai mis toutes les recos à jour sur le site internet de la prise en charge de la TSV au cours d'une préexcitation. Donc, deuxième exemple, cet exemple m'a été donné par un collègue. N'hésitez pas à m'envoyer vos beaux ECG didactiques. Regardez bien ici cette irrégularité des QRS. Ne regardez pas tout de suite les QRS, regardez les intervalles RR. Vous voyez que c'est irrégulier. Il n'y a pas de pause post-ESV. Il n'y a pas de pause post-ESV. Ça ne peut pas être une aberration parce que ça descend lentement, contrairement au bloc gauche. Okay, et c'est un tracé qui va vous être plus facile à comprendre lorsque vous verrez qu'il y a une préexcitation, comme tout à l'heure. Là, il n'y en a pas, elle a disparu, elle est revenue, elle est revenue. Ce n'est pas de l'aberration. Si vous hésitez,
eh ben, vous demandez l'avis à quelqu'un, vous regardez sur le site. Franchement, vous multipliez les tracés, vous trouverez la solution avec CQRS en accordéon, de la FA à la préexcitation. Donc, je conclurai mon topo pour vous dire que les FA atypiques sont fréquentes. Elles sont atypiques parce que la FA elle-même, c'est-à-dire l'activité atriale, hein, microvoltée, absente, c'est plein de pièges qu'on peut prendre pour des parasites, des flotteurs, des BSA, lorsque c'est organisé en flotteur. Et puis attention, il y a des salves de FA. Une salve n'est pas une FA. D'accord ? Une cadence ventriculaire lente et régulière vous fait penser à un BAV complet. On dit bloc complet, BAV complet. On ne dit pas BAV3 si c'est une FA. On dit BAV de haut degré lorsque c'est irrégulier avec des complexes d'échappement ou que c'est vraiment trop lent. Il faut penser à la maladie rythmique de l'oreillette, à la cordarone, à tous les médicaments, les toxiques, le potassium. Il faut penser, quand c'est trop rapide, qu'il y a une hyperadrénergie sous-jacente, le nœud est bombardé d'adrénaline, donc ça passe. Pourquoi il est bombardé? Parce qu'il y a plein de causes secondaires à la FA rapide. Quand les QRS sont pseudo-réguliers, vous pouvez vous faire avoir avec les TSV et les TV. Devant toute TSV, TV, pensez à la FA. Pensez aux faisceaux accessoires, évidemment. On va en reparler. Les QRS larges, bloc de branche fixe, aberration ou onde delta QRS en accordéon. Vous pensez à la pseudo-TV. Vous pensez au BBG quand il y a l'aberration. Souvenez-vous que le BBG donne du Chatterjee, ses ondes T inversées. Et la préexcitation ventriculaire est une urgence thérapeutique à connaître pour tous les gens qui font du SMUR, car c'est en SMUR que ça se passe. Ce sont des enfants. Et ce n'est pas le moment d'apprendre le CG à ce moment-là. Il faut déjà l'avoir appris. Et la repolarisation anormale, c'est les troubles secondaires. C'est fréquent, ok, mais pensez aux médicaments, la cupule, la cordarone, et aux troubles primaires, comme l'hypercalémie, on n'a pas eu le temps d'en parler, ou l'ischémie. Je vous remercie. Et bien évidemment, je vous renvoie sur tous les YouTube qui sont à votre disposition, notamment la dernière, sur comment on traite et tous les aspects de la FA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant, bien rodé comme d'habitude, super timing. Sans transition, je vais te demander de départager ton écran. Voilà, et puis je passe la parole à Jonathan Duchesne. Jonathan qui est urgentiste à Ruyac, chef de pôle, qui avait trempé dans la rédaction des recommandations autour de l'AFA. Faut-il réduire ou pas réduire? À toi la parole. Merci beaucoup, Carlos. Donc oui, Jonathan Duchesne, urgentiste au centre hospitalier d'Aurillac, et merci beaucoup de m'avoir convié pour réaliser cette présentation avec la question réduire ou pas réduire une fibrillation atriale aux urgences. Donc mes liens d'intérêt. Réduire ou ne pas réduire, quelle est vraiment la question en fait? Il s'agit en fait de déterminer si, en plus d'un contrôle de la fréquence, il faut proposer au patient un contrôle du rythme. Et pour cette présentation, je m'appuie principalement sur les recommandations de l'ESC 2020 et également les recommandations sur la prise en charge de la fibrillation atriale en médecine d'urgence, SFMU-SFC de 2015. Donc, on va voir si la médecine d'urgence a une place dans ce diagramme du management intégré du patient en fibrillation atriale. Pour se projeter un petit peu, je vous propose 5 vignettes un peu caricaturales, mais c'est pour un peu se représenter. Donc, je vous présente Madame A. Elle a 49 ans. Elle est cadre dans une grande entreprise. Elle a été réveillée ce matin à 5 h du matin par des palpitations. Ce matin, elle n'arrive pas à avancer au travail. Elle est fatiguée et elle vous consulte à midi pour vous faire part de ses symptômes. L'ECG retrouve bien évidemment une fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à cette patiente? Monsieur B, au milieu, il vous dit qu'il a passé une journée harassante, qu'il a fait un repas très alcoolisé et il vous consulte à 1 h du matin parce qu'il a des palpitations depuis 1 heure. Voilà, le CG montre bien sûr une fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Ensuite, Madame C, au goûter, elle s'est tendue la cheville. Elle vous consulte donc avec cette douleur et un œdème au tiers inférieur de la jambe face latérale, et l'IOA à l'accueil lui a trouvé un pouls irrégulier et donc a fait un ECG et retrouve une fibrillation atriale. Ensuite, Monsieur D, arrivé en ambulance, dyspnéique, un peu somnolent, avec donc toujours une fibrillation atriale et une tension à 7 avec une désaturation. Et puis Monsieur E, lui, il vous consulte parce qu'il ne va pas bien depuis une semaine, il se sent fatigué, il a une perte de l'élan et le CG retrouve une fibrillation atriale. Voilà.
Et donc, on va voir avec la présentation. À la fin, on va revenir sur ces vignettes pour illustrer qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à ces patients. Donc, prendre en charge un patient qui a une fibrillation atriale, il faut toujours suivre un processus identique aux urgences. Et d'abord, tout repose sur l'évaluation initiale. Il faut évaluer le patient, savoir qui il est, quel est son terrain. Donc, qu'est-ce qu'il a, quoi. Donc, une fibrillation atriale avec, Pierre vient de le présenter, une absence d'onde P sinusale, des QRS irréguliers. Et puis quand, en fait, depuis quand c'est survenu cette fibrillation atriale. Et pour la fibrillation atriale, le début de l'épisode, c'est le début des symptômes. Et si on n'arrive pas à identifier précisément le début des symptômes, il n'est pas possible de dire quand l'épisode a débuté. Il faut s'attacher aussi, on l'a vu, à savoir comment est survenue cette fibrillation atriale, si c'est idiopathique ou secondaire ou précipitée. Est-ce qu'il y a une cause sous-jacente, un trouble ionique, une intoxication ou des pathologies associées. On a vu la pneumopathie, c'est la première cause d'étiologie, la première étiologie des phases secondaires. Et est-ce qu'il y a une embolie pulmonaire, etc. Voilà. Et puis combien le retentissement? Est-ce que le patient a une dyspnée? Est-ce qu'il a une désaturation? Est-ce qu'il a quelle est son hémodynamique? Voilà. Une fois qu'on a fait cette évaluation initiale, il nous reste la stratification du risque. Et en 2020, la stratification du risque, c'est toujours pour le risque ischémique le CHA2-VASc et pour le risque hémorragique l'ASDED. Ensuite, dans le même temps que cette évaluation, on traite des facteurs aggravants ou déclenchants de cette fibrillation atriale. Et puis, on arrive maintenant au choix entre le contrôle de la fréquence, et éventuellement associé à un contrôle du rythme. Et puis après, les deux présentations suivantes, je crois, vont regarder les anticipations et comment organiser la sortie et le suivi du patient après son passage aux urgences. Pour répondre à la question réduire ou pas réduire, je vous propose de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on le fait pour réduire les événements cardiovasculaires? Est-ce qu'on le fait pour améliorer la satisfaction de la prise en charge des patients aux urgences? Est-ce qu'on le fait pour améliorer la qualité de vie? Ou est-ce qu'on le fait pour améliorer les coûts et les organisations? Pour ça, je vais vous présenter 3 études récentes. L'étude RACE, publiée en 2019, l'étude ISAFNET, publiée en 2020, et puis revenir sur une étude publiée en 2015, une étude observationnelle aux urgences. L'étude RACE, c'est une étude européenne qui a été réalisée dans 15 centres danois avec des patients recrutés aux urgences. Et ils ont évalué plus de 3706 patients qui se sont présentés en structure médecine d'urgence pour une EFA. Et ils en ont identifié 437 qu'ils ont randomisés, qui avaient une EFA. Et il fallait que la EFA soit de moins de 36 heures et des patients symptomatiques avec des symptômes attribués à la EFA. Ils ont fait 2 groupes. Donc, ils ont randomisé les patients soit dans un groupe cardioversion immédiate, donc cardioversion précoce immédiate, ou le deuxième groupe, wait and see, qui était une cardioversion précoce retardée. Dans le groupe cardioversion immédiate, les patients, lors de leur consultation aux urgences, avaient une cardioversion pharmacologique, et si celle-ci était en échec, il était réalisé une cardioversion électrique. Et puis les patients qui avaient une contre-indication à la cardioversion pharmacologique, notamment une cardiopathie structurelle, avaient d'emblée une cardioversion électrique. Et puis après, ils étaient inscrits dans le suivi. Dans le groupe wait and see, donc une cardioversion précoce retardée, les patients étaient évalués aux urgences. Ils étaient reconvoqués pour une consultation dans les 48 heures suivant le début de l'AFA avec un nouvel ECG. Et si le nouvel ECG montrait une persistance de l'AFA, une cardioversion était réalisée. S'ils étaient en rythme sinusal, ils étaient inscrits dans le suivi de l'étude. Le suivi de l'étude a duré 1 mois, le suivi clinique, avec une analyse d'urine 3 fois par jour, avec un dispositif que les gens pouvaient amener à la maison. Ils plaçaient les mains sur un espèce de stylo et qui analysait s'il y avait une récidive ou pas. Il y avait une visite à 4 semaines, et puis les patients étaient ensuite inclus dans leurs soins standards. Et puis à 6 mois et à 12 mois, était réalisée l'analyse de la qualité de vie et l'analyse du coût. Là, on peut voir un peu le parcours des patients dans la cardioversion immédiate. Le temps d'attraper le CRF et de randomiser le patient, il y en a 34 qui avaient une conversion spontanée. Et puis, dans ce même groupe, 181 ont eu effectivement une cardioversion
Et principalement, donc on l'a vu par le design de l'étude, ils ont une cardioversion pharmacologique. Maintenant, on va regarder le groupe wait and see, cardioversion précoce retardée. Quand ils sont revenus à la consultation, donc dans les 48 heures suivant le début de l'AFA, il y en a 150, dont 70% qui avaient eu une conversion spontanée. Et ceux qui n'avaient pas eu une conversion spontanée, ils ont eu principalement une cardioversion électrique et quelques-uns une cardioversion pharmacologique. Résultat, à un mois, il n'y avait pas de différence pour une analyse en non-infériorité sur le rythme sinusal retrouvé un mois après la cardioversion. Sur le nombre de récidives durant ce mois, il n'y a pas eu de différence dans les deux groupes. Et enfin, pour présenter les résultats complets de l'étude, enfin les principaux résultats, donc conversion spontanée à la 48e heure, soit d'emblée à la première consultation aux urgences, il y en a 16 durant la consultation aux urgences qui ont une conversion spontanée, et 69% qui avaient une conversion spontanée lors de la consultation dans les 48 premières heures, la deuxième consultation, à 4 semaines différentes. Il n'y avait pas de différence sur le nombre de reconsultations aux urgences, il n'y avait pas plus d'événements cardiovasculaires dans un groupe que dans l'autre. La qualité de vie à un mois était identique dans les deux groupes et l'analyse des coûts n'a pas encore été publiée. Sur l'autre étude, l'étude ISTAFNET, là, cette fois-ci, ce n'est pas aux urgences, mais c'est intéressant parce que c'est une stratégie de cardioversion précoce qui multicentrique internationale, 135 centres, 2789 patients. Ils ont inclus des FA, des patients qui avaient une FA depuis moins d'1 an, donc une récidive probablement lors de la consultation, et avec des patients qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaires. Ils ont fait deux groupes, donc ils ont randomisé soit une prise en charge habituelle selon les recommandations de l'EST 2010, qui était la norme à l'époque où a été designée l'étude, avec un contrôle du rythme et si un contrôle de fréquence. Et si le contrôle de la fréquence ne permettait pas de maîtriser les symptômes, il était proposé aux patients un contrôle du rythme. Le deuxième groupe, c'était un contrôle du rythme réalisé lors de la première consultation où les patients étaient inclus. Et c'était un contrôle du rythme soit pharmacologique, soit une ablation par cathétérisme. L'étude a été arrêtée pour efficacité avec une durée médiane de suivi de 5,1 ans. Et cette étude a montré qu'il y avait moins d'événements cardiovasculaires dans le groupe contrôle du rythme, la stratégie précoce, qu'il y avait plus de patients sinusales au bout de 2 ans, sans influence sur la fraction d'éjection. Dans les deux groupes, c'était identique, la variation. Il n'y avait pas plus de nuit passée à l'hôpital dans chacun des groupes et les fonctions cognitives ou la qualité de vie analysées à 2 ans étaient, il n'y avait pas de différence significative à 2 ans. Enfin, cette troisième étude que je vous présente, c'est une étude observationnelle qui a fait l'objet d'un éditorial de Claire Zema qui est très intéressant. Et cette étude était une étude prospective, multicentrique, observationnelle, pour évaluer la satisfaction de la prise en charge aux urgences et la qualité de vie des patients à un mois de leur passage aux urgences pour une EFA de moins de 48 heures et pour des patients qui étaient sortis au domicile après leur passage. On a pu observer que 2/3 des patients n'ont pas eu de cardioversion pour un épisode de FA paroxystique de moins de 48 heures et que 1/4 des patients ont une cardioversion électrique et puis un petit peu des patients ont une cardioversion pharmacologique, une étude nord-américaine. Et les résultats étaient sur la satisfaction des patients aux urgences. Il y avait une différence significative chez les patients qui avaient eu une cardioversion électrique, qui étaient plus satisfaits que les autres groupes de patients. Et par contre, il n'y avait pas de différence significative sur la qualité de vie à un mois. Donc, pour résumer, pourquoi il faut envisager réduire? Est-ce que c'est pour réduire les événements cardiovasculaires? On le voit que oui. Est-ce que c'est pour améliorer la satisfaction de la prise en charge aux urgences? Oui. Est-ce que c'est pour améliorer la qualité de vie? Alors, dans ces 3 études que je vous ai présentées, il n'y a pas de différence sur la qualité de vie. Et est-ce que c'est pour améliorer le coût et les organisations? Eh bien ça, on n'a pas encore la réponse à ces questions avec ces études. Ces données n'ont pas encore été publiées. Alors l'ESC 2020, elle recommande une stratégie de contrôle du rythme pour améliorer les symptômes et la qualité de vie chez les patients qui ont une FA symptomatique. Et pour ça, il se base en fait sur des méta-analyses et des études qui n'étaient pas spécifiquement sur une stratégie de contrôle du rythme précoce.
quelle est la stratégie justement proposée par l'ESC. Et je vais vous présenter ce diagramme, et donc qui est la traduction sans modification de l'ESC 2020, quand on envisage une cardioversion d'une fibrillation atriale, soit l'hémodynamique est stable, soit l'hémodynamique est instable, et à ce moment-là, c'est une cardioversion électrique en urgence, et puis on évalue l'anticoagulation au décours. Soit l'hémodynamique est stable, on s'interroge si le patient prend déjà des anticoagulants, s'il est bien observant, s'il a un suivi. Si c'est le cas, on procède à une cardioversion selon convenance, précoce, soit immédiate, soit retardée, et puis on réévalue l'anticoagulation. Si le patient n'a pas d'anticoagulant oral en cours, on débute un anticoagulant, et puis on évalue la durée de l'AFA. Et pour la suite, ça c'est la présentation de l'ESC, et pour être peut-être un peu plus opérationnel, je vous propose de le transformer comme ça. Donc, pour évaluer, on évalue la durée de l'AFA, on regarde si le patient a des antécédents thromboemboliques, s'il a une sténose mitrale modérate sévère, s'il a une valve cardiaque mécanique, ou s'il a un score de risque ischémique supérieur ou égal à 2 pour l'homme, ou supérieur ou égal à 3 pour la femme. S'il a au moins un de ces critères, on inscrit le patient dans une filière de cardioversion élective, c'est-à-dire après 3 semaines d'anticoagulation ou avec processus, consultation, EPO, etc. S'il n'a aucun de ces critères, on regarde le début de l'AFA. Si, en fonction du moment du début de l'AFA, on peut lui proposer soit une cardioversion précoce retardée, soit une cardioversion précoce immédiate. Et dans cette catégorie-là, de plus de 24 heures, en fait, comme on n'a pas le temps d'organiser une reconsultation pour voir si, et pour lui laisser le temps d'une éventuelle conversion spontanée, il est proposé d'emblée, entre 24 et 48 heures, une cardioversion précoce immédiate. Et puis après, on réfléchit à l'anticoagulation, tout en sachant que le maximum d'événements cardiovasculaires thromboemboliques après une cardioversion survient dans les 10 premiers jours. Et l'ESC recommande toujours, actuellement de manière appropriée, après une cardioversion, faire au moins une anticoagulation de 4 semaines, qui est optionnelle si le début est vraiment strictement inférieur à 24 heures sans facteur de risque. Donc, pour répondre à la question, réduire ou pas réduire, eh ben, il faut réduire s'il faut et quand il faut. Pour revenir aux vignettes, donc Madame A, elle a un épisode de FA paroxystique, elle est très symptomatique, elle veut que ça s'arrange, elle a beaucoup de choses à faire, et on peut donc lui proposer une cardioversion précoce, et on discutera avec elle, immédiate ou retardée. Pour Monsieur B, qui est très alcoolisé, qui ne tient pas debout, de toute façon, on va le garder à l'UHTD, et puis on va l'hydrater, attendre que l'alcoolémie diminue, et on laissera sa chance à une conversion spontanée et réévaluera éventuellement s'il reste en FA le lendemain pour une cardioversion retardée. Pour Madame C, elle, en fait, on a rediagnostiqué une FA permanente et donc on ne va pas l'inscrire dans une stratégie de contrôle du rythme lors de son passage aux urgences pour une fracture du péroné. Monsieur D, lui, il a une NFA avec une hémodynamique instable et ce sera une cardioversion en urgence. Et Monsieur E, lui, on n'a pas réussi à dater le début de ses symptômes, donc on ne pourra pas l'inscrire dans une stratégie de cardioversion précoce, mais on pourra l'inscrire dans une filière de cardioversion élective de cardiologie. Voilà. Et juste, je terminerai sur cette présentation, c'est les recommandations SFMU SFC de 2015 qui ont été actualisées par Boulet avec les recommandations ESC 2020. Et vous voyez ici, il y a quelques modifications ici. Et puis, il a été inscrit la stratégie de contrôle du rythme avec ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Jonathan, je vais te laisser pareil couper ton partage d'écran. Donc ouais, finalement tu nous as présenté les tenants, les aboutissants de cette prise en charge complexe. Effectivement, il n'y a pas une fibrillation atriale. Pierre nous a présenté qu'il y a plusieurs ECG, il y a aussi plusieurs patients qui vont derrière, des stratégies différentes. Donc j'imagine que notre prochain intervenant
Le docteur Guichard Jean-Baptiste, cardiologue sur le CHU de Saint-Étienne, va nous expliquer que, de la même façon, sur l'anticoagulation, il n'y aura probablement pas une seule stratégie, mais plusieurs, et qu'effectivement, il va falloir développer une médecine adaptée à nos patients. Donc, je vais laisser la parole au docteur Guichard, que je vais laisser partager son écran. Parfait, vous êtes à l'écran. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste Guichard, je suis cardiologue dans l'unité de rythmologie et de stimulation cardiaque du professeur Antoine Dacosta au CHU de Saint-Étienne. Et durant les 15 prochaines minutes, on va voir ensemble les différents éléments à bien maîtriser pour une prise en charge de fibrillation atriale dans un service des urgences. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un rationnel, il faut bien l'avoir en tête. Fibrillation atriale et risque thromboembolique, c'est vraiment un enjeu majeur puisque les patients qui ont une fibrillation atriale ont 5 fois plus de risque de développer un accident thromboembolique, que ce soit un AVC ou un embole systémique dans les suites. La prévalence des AVC dans une population de fibrillation atriale est d'environ 6% et la fibrillation atriale représente un tiers des étiologies de survenue de la fibrillation atriale. De plus, les AVC d'origine cardio-embolique ont un moins bon pronostic en termes de mortalité, mais aussi en termes de handicap. C'est les AVC qui sont dus à la fibrillation atriale concernent un territoire cérébral plus important, généralement, avec une répercussion au long cours qui est plus péjorative. Alors, une fois qu'on a ces éléments en tête, on va aborder cet item de fibrillation atriale et de gestion des anticoagulants en plusieurs points. D'abord, on va revoir les différents traitements antithrombotiques qui sont disponibles. Puis, on va voir la prise en charge anticoagulante lors de la survenue d'une fibrillation atriale, donc une FA de novo. Puis, la fibrillation atriale et la gestion des anticoagulants chez un patient qui est déjà connu avec une fibrillation atriale. Et puis après, on va voir des situations cliniques qui peuvent être plus compliquées dans la gestion du traitement anticoagulant. Juste pour vous le rappeler, la gestion du risque thromboembolique doit vraiment être la priorité dans la prise en charge d'un patient avec la fibrillation atriale. Et je vous remets ici les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui propose de décliner le traitement de la fibrillation atriale en 3 axes. A pour l'anticoagulation, B pour une meilleure symptomatologie et C pour la prise en charge des facteurs de risque. Et donc, bien sûr, le but de ce topo est vraiment de préciser la prise en charge de l'anticoagulation aux urgences. Alors, quelle anticoagulation proposer lorsqu'on a un patient avec une fibrillation atriale? Alors, cette dernière décennie, il y a eu plusieurs essais randomisés de non-infériorité qui ont permis de comparer les anticoagulants oraux directs versus le traitement de référence qui était des anticoagulants oraux par antivitamine K. Je suis désolé. J'ai un souci. C'est tout bon. Donc, plusieurs essais ont donc comparé anticoagulants oraux directs versus AVK. C'était des essais de non-infériorité, il faut bien le rappeler. Et puis, cette méta-analyse permet de regarder l'utilité des anticoagulants oraux directs par rapport aux AVK en termes d'efficacité et en termes de sécurité. Il est intéressant de regarder qu'il y avait moins d'événements thromboemboliques sous traitement anticoagulant oral direct par rapport à la warfarine. On le voit ici avec un risque relatif qui ne comprenait pas l'unité. Et puis, en termes de sécurité, il y avait une observation d'un effet favorable des anticoagulants oraux directs, même s'il s'agissait d'essais de non-infériorité, et que donc, dans ce cas-là, on pouvait conclure de ces études que les traitements anticoagulants oraux directs étaient non inférieurs au traitement antivitamine K. Alors, pourquoi c'est important d'insister sur cette non-infériorité? C'est parce que de toute façon,
les anticoagulants oraux directs, il était important de regarder leur sécurité, leur efficacité, mais que d'autant plus, et surtout aux urgences, les anticoagulants oraux directs présentent des avantages par rapport au traitement antivitamine K. En effet, ils ont une marge thérapeutique qui est bien plus large que les traitements AVK, moins d'interactions médicamenteuses et liées à l'alimentation. Pas besoin de contrôler l'efficacité par un monitorage biologique et pas besoin de faire de relais héparine AVK. Raison pour laquelle, nouveauté des recommandations ESC 2020, il est bien noté que les anticoagulants oraux directs dans la fibrillation atriale sont recommandés en préférence, donc en première intention par rapport aux AVK. Donc que les AVK doivent être réservés soit en cas de contre-indication ou de non-indication aux AVK, et puis si en deuxième intention, dans ce cas-là. Alors, prescrire des anticoagulants oraux directs, on l'a vu, ça doit être fait en première intention, mais il faut bien respecter les règles de prescription. Et il faut se poser, du coup, 2 questions principalement. Premièrement, est-ce qu'il s'agit d'une fibrillation atriale valvulaire? Et dans ce cas-là, il faut bien maîtriser la définition. Est-ce que le patient est porteur d'une prothèse mécanique mitrale ou aortique? On parle bien ici d'une prothèse mécanique et donc les prothèses biologiques ne sont pas concernées dans cette définition de fibrillation atriale valvulaire. Et est-ce qu'il existe un antécédent de rétrécissement mitral hémodynamiquement significatif, c'est-à-dire au moins modéré jusqu'à sévère? Si la fibrillation atriale est considérée comme valvulaire, les anticoagulants oraux directs ne sont pas indiqués, donc il faut amorcer un traitement par antivitamine K. Deuxième question à se poser, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale chronique sévère de stade 5 avec une clairance de la créatinine par le Cockcroft inférieure à 15 ml par minute? Si c'est le cas, les recommandations vont dans le sens où il faut initier un traitement par AVK. Si nous répondons de manière négative à ces 2 premières questions, il est donc indiqué en première intention de proposer un traitement anticoagulant oral direct. Je vous remets ici les règles de bonne prescription des 2 principaux anticoagulants oraux directs. Et donc, les règles de bonne prescription, c'est de respecter les faibles doses et les bonnes doses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour les faibles doses avec le rivaroxaban, elles concernent les patients qui ont une clairance de la créatinine par le Cockcroft qui est entre 15 et 50 ml par minute. Dans tous les autres cas, une pleine dose doit être 2. Le risque hémorragique, les autres comorbidités ne doivent pas intervenir dans la règle de prescription d'une faible dose ou d'une dose pleine. Par rapport à l'apixaban, 2 cas de figure. Soit le patient a une clairance de créatinine entre 15 et 30, donc une insuffisance rénale chronique stade 4, soit il a des 3 critères qui sont un âge supérieur à 80 ans, un faible poids inférieur à 60 kg ou une créatinémie qui est supérieure à 133 micromoles par litre. Si tel est le cas, une faible dose par 2,5 mg 2 fois par jour doit être proposée. Dans tous les autres cas, et là j'insiste bien, il n'y a aucun autre facteur qui doit faire privilégier une faible dose par rapport à une dose pleine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres anticoagulants? En effet, il y a le réflexe de mettre des traitements par héparine. Alors, il n'y a pas d'essais ou d'essais randomisés ou d'études observationnelles qui ont prouvé la supériorité de l'héparine par rapport aux AOD dans la prise en charge de la fibrillation atriale, que ce soit au long cours, mais surtout lors de la prise en charge aux urgences. Mais par contre, ils peuvent être utilisés. Il y a les héparines non fractionnées, que ce soit par voie IV ou par voie sous-cutanée. En France, les héparines de bas poids moléculaire n'ont pas leur autorisation de mise sur le marché dans cette indication, même si en pratique clinique, elles sont largement utilisées. J'aimerais mettre ici en évidence quand même des inconvénients de la prescription d'héparine dans le cas de la fibrillation atriale. Il y a un risque
théorique de thrombopénie induite à l'héparine, et il y a un risque hémorragique qui est plus important que par rapport aux anticoagulants oraux directs. Ce sont autant d'arguments qui nous font préférer les anticoagulants oraux directs par rapport à la prescription d'héparine avec un relais par AVK ou héparine avec discussion par la suite AOD ou AVK. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans cette méta-analyse des différents AOD par rapport aux AVK, ils avaient fait des analyses en sous-groupe par rapport aux patients qui avaient une FA de novo, donc qui étaient naïfs de toute anticoagulation, donc une fibrillation atriale qui venait d'arriver par rapport aux patients qui avaient déjà un anticoagulant. Et pour la plupart, quand on regarde cette population qui avait déjà des anticoagulants par rapport à une fibrillation atriale, on voit qu'en termes d'efficacité et en termes de sécurité, donc en termes d'hémorragie, les AOD ont le même profil en cas de FA de novo par rapport à une FA au long cours. Donc, il semble, dans cette étude, dans cette analyse de sous-groupe, sécuritaire de proposer les AOD en cas de survenue de fibrillation atriale. Alors, quand il y a une fibrillation atriale de novo, donc quand le patient vient pour une découverte de fibrillation atriale aux urgences, j'aimerais vous délivrer 3 messages. Le premier, c'est que s'il y a une stratégie de contrôle du rythme qui est discutée, dans ce cas-là, l'anticoagulation est réalisée quel que soit le score de Schatz-Vasque. En effet, quand on fait un zoom sur cet algorithme présenté par le docteur Duchesne, lorsqu'il y a une stratégie de contrôle du rythme, qu'elle soit précoce ou retardée, il y a avant toute chose la gestion du risque thromboembolique. Et on voit sur ce schéma que la stratification du risque thromboembolique en fonction du score de Schatz-Vasque n'intervient pas. L'anticoagulation est donc obligatoire pour tout patient en fibrillation atriale de novo qui va avoir une stratégie de contrôle du rythme. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que contrairement à la maladie thromboembolique veineuse, donc l'embolie pulmonaire, la prescription d'un anticoagulant n'est pas une urgence dans le sens où toute minute ne compte pas. En effet, le risque thromboembolique à court terme dans une fibrillation atriale, qui peut être stratifié par le score de Schatz-Vasque, c'est un risque d'AVC annuel. Donc le fait de se poser un instant, de regarder les indications d'anticoagulation, de regarder s'il n'y a pas de contre-indication à l'anticoagulation, et donc de se laisser du temps, 1 heure, 2 heures, n'est pas un événement préjudiciable pour le patient. Par contre, s'il y a une stratégie de contrôle du rythme précoce, que ce soit lors d'une défaillance hémodynamique ou lorsqu'il va y avoir une décision, une FA très précoce avec décision de stratégie de contrôle du rythme précoce, dans ce cas-là, l'anticoagulation doit être démarrée une fois la décision prise, le plus rapidement possible. Le troisième message, c'est que l'évaluation du risque thromboembolique par le score de Schatz-Vasque reste important aux urgences pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'évaluation du score de Schatz-Vasque rentre dans la décision de savoir si l'on peut réaliser ou s'il est raisonnable de réaliser une réduction précoce de la fibrillation atriale ou non. Donc, elle va conditionner la stratégie de contrôle du rythme précoce ou non. Et deuxièmement, une fois la réduction de la fibrillation réalisée précocement, par exemple aux urgences, si elle a été décidée, le score de Schatz-Vasque va nous permettre de savoir quelle va être la durée de l'anticoagulation, avec une durée minimale de 4 semaines pour les patients qui présentent un score de Schatz-Vasque extrêmement bas, ou une anticoagulation au long cours pour les autres. S'il y a un patient qui arrive au service des accueils des urgences avec un anticoagulant et une fibrillation atriale, voici une checklist de questions à se poser. D'une part, est-ce qu'il y a bien une indication à un traitement anticoagulant dans ce cadre-là? Si l'anticoagulant a été prescrit pour une fibrillation atriale, quel est le score de Schatz-Vasque? Et en fonction du score de Schatz-Vasque, est-ce qu'il y a une indication de le poursuivre ou non? Et surtout, est-ce qu'il y a une autre indication que la fibrillation atriale pour une anticoagulation curative?
La deuxième grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une indication à ajuster la dose d'anticoagulant oral direct. En effet, il faut bien vérifier à chaque fois, et ça doit être bien réévalué, ça a été clairement dit dans les recommandations 2020, à chaque contact médical, la posologie des anticoagulants oraux directs doit être discutée en fonction de la fonction rénale et en regardant s'il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants oraux directs. D'autre part, si un patient est sous antivitamine K et fibrillation atriale, il est de bon ton de regarder si le patient présente un INR dans les marges thérapeutiques et s'il ne l'est pas, de discuter le switch par anticoagulant oral direct. Alors maintenant, on va aborder quelques situations cliniques qui peuvent poser la question qui peut être plus difficile dans la gestion des anticoagulants dans la fibrillation atriale. Et pour commencer, la fibrillation atriale chez le patient âgé. Donc, les patients âgés, ça a été clairement décrit dans une étude observationnelle dans les Pays de la Loire. Les patients âgés ont un plus haut risque thromboembolique et ceci de manière graduelle en fonction de leur âge, avec une augmentation du risque thromboembolique qui est moins significative. En 2015, cette étude observationnelle s'est intéressée à savoir si les patients étaient anticoagulés versus non anticoagulés, et on voit que les patients, même très âgés, tiraient un bénéfice d'une anticoagulation, que ce soit pour la survenue d'AVC ou d'embolie systémique, mais aussi en termes de décès. Alors, quel anticoagulant proposer chez les patients âgés? Lorsqu'on regarde cette sous-étude, cette analyse en sous-groupe de la méta-analyse des études Princeps de la validation des AOD versus AVK, on voit que chez les patients âgés de plus de 75 ans, on voit cette même tendance, le même comportement en termes d'efficacité, et donc la diminution des risques d'AVC et d'embolie systémique, et en termes d'hémorragie. Donc, même s'il s'agit d'une étude en sous-groupe qui doit être analysée avec précaution, mais les anticoagulants directs semblent sûrs et efficaces dans une population de gériatrie. Et le grand âge ne doit pas être un facteur limitant de la prescription d'un anticoagulant oral direct. Autre cas de figure, fibrillation atriale et coronaropathie. La guidelines ESC 2020, et on ne va pas le reprendre en détail, hein, mais vous voyez ici, montre que la gestion des patients qui ont une coronaropathie et qui ont une fibrillation atriale, au long cours, à distance de l'événement coronarien, il y a une place qui peut être réservée à l'anticoagulation seule, avec un arrêt de l'aspirine et du deuxième antiagrégat plaquettaire au-delà de 1 an pour tout le monde et dans certains cas plus précocement. Par contre, il faut bien avoir en tête que cette décision est prise de manière collégiale en fonction du type de revascularisation coronaire, du risque hémorragique et du risque thromboembolique du patient. Donc, avant de se dire le patient, il a une fibrillation atriale avec une coronaropathie, il a un antiagrégat plaquettaire et un anticoagulant, je vais arrêter l'antiagrégat plaquettaire selon les guidelines, il est toujours important d'appeler soit le cardiologue traitant, soit le médecin qui a fait la coronagraphie pour valider ce type de prise en charge. Et puis enfin, fibrillation atriale et cancer. On sait que cette configuration, cette situation clinique pose problème dans la maladie thromboembolique veineuse. Il n'y a pas d'essai randomisé qui s'est intéressé précisément à la prise en charge anticoagulante dans la fibrillation atriale dans une population atteinte de cancer, mais cette méta-analyse reprenant des sous-groupes de patients avec une fibrillation atriale et cancer montre que l'utilisation d'un anticoagulant oral direct semble être favorable, avoir un profil favorable en cas concernant l'efficacité, c'est-à-dire la survenue d'AVC ischémique, mais aussi en termes de sécurité, avec un profil au niveau des hémorragies qui semble favorable par rapport à la prescription d'AVK dans ce contexte. Donc là aussi, pas de preuves certaines, mais il y a un faisceau d'arguments qui nous font dire que dans une population FA et cancer, l'utilisation d'anticoagulants oral direct semble à la fois efficace et sécuritaire par rapport à l'utilisation d'AVK. Alors,
Avant de vous laisser, voici quelques messages clés de cette présentation. Les AOD sont recommandés en préférence aux AVK en cas de fibrillation atriale, mais il faut bien se rappeler des différentes questions à se poser pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation d'AOD, que la prise en charge anticoagulante est systématique en cas de décision de contrôle du rythme, qui est souvent le cas en cas de FA de nouveau, et non dépendant du score de Schatz-Vascore. Troisièmement, l'indication d'anticoagulant oral direct doit être réévaluée à chaque prise de contact médical et donc lors d'une consultation aux urgences, et que les AOD semblent une arme thérapeutique efficace et sécuritaire dans des populations qui peuvent être plus fragiles, que ce soit chez les patients âgés, mais aussi chez les patients avec un cancer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci d'avoir ainsi cherché à répondre à la question. Je laisse départager ton écran, puis tu resteras avec nous pour la session questions-réponses à la fin. D'ailleurs, en parlant de questions, n'attendez pas la dernière minute. Vous pouvez le relayer en appuyant sur le bouton Q et R en bas de la barre de tâches Zoom. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Brahim Arbaoui, qui est cardiologue au CHU de Lyon, en USIC, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Brahim, je te laisse activer ta vidéo aussi. À toi la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Carlos. Est-ce que tu me confirmes que vous m'entendez bien? J'ai un écran qui est assez particulier. Nous t'entendons bien et nous avons ton écran partagé. Allez, c'est parfait. Je vais donc essayer de vous donner quelques éléments de réponse pour optimiser le parcours ambulatoire dans la prise en charge des patients présentant une ACFA aux urgences. Donc l'objectif de cette présentation, c'est d'essayer d'argumenter l'attitude thérapeutique initiale de ces patients dans les grandes lignes, d'identifier les candidats à une prise en charge ambulatoire et de planifier le parcours ambulatoire pour ces patients. Je me suis essentiellement basé sur les guidelines de 2020, sachant que dans ce registre-là, les données de la littérature sont assez limitées et reposent essentiellement sur des études observationnelles. Alors tout d'abord, on pose un petit peu le décor, hein, comme l'ont dit les précédents présentateurs. L'ACFA, c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que c'est très fréquent, 1% de la population française, plus de 5% des plus de 65 ans, jusqu'à 10% des plus de 80 ans. Et quand on sait que le vieillissement de la population ne cesse de s'accroître, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de patients en FA aux urgences. Si on ajoute à ceci le développement des gadgets et des outils de plus en plus perfectionnés de dépistage, de screening de la fibrillation auriculaire, qui d'ailleurs sont même recommandés maintenant de grade 1B au-delà de 65 ans par les guidelines, vous comprenez bien que ça va vraiment exploser dans les années à venir. C'est important parce que l'ACFA, c'est pronostic en termes de qualité de vie, bien sûr, mais surtout en termes de morbie et de mortalité. Comme le disait Jean-Baptiste, l'ACFA, ça représente 20 à 30% des AVC ischémiques. C'est important parce qu'il existe des outils de stratification du risque embolique et risque hémorragique, avec les différents scores que vous connaissez bien. Et enfin, c'est important parce qu'il existe un traitement bien codifié, comme mes collègues vous l'ont expliqué avant, anti-arythmique, ralentisseur, anticoagulant et les histoires de cardioversion. Alors, les circonstances découvertes aux urgences, dans 10% des cas, c'est une découverte fortuite chez un patient qui est asymptomatique sur un ECG systématique, ou lors d'un screening, on commence à voir arriver des patients avec des tracés de leur Apple Watch. Le plus souvent, ce sont quand même des signes fonctionnels, type de palpitation, dyspnée ou de langueur fonctionnelle, parfois des troubles du sommeil, ou bien des tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë ou d'accident vasculaire cérébral ou autre accident embolique.
Alors, l'évaluation initiale optimale aux urgences, hein, lorsque vous allez avoir vos nouveaux internes, là, quand ils seront amenés à prendre en charge des FA, vous leur demanderez d'avoir tous ces éléments-là dans l'observation. Donc, le type de FA, c'est une FA inaugurale, paroxystique persistante ou permanente. D'essayer de dater l'heure de début si possible. Bien sûr, les paramètres vitaux, les différents symptômes, le retentissement et la tolérance. Est-ce qu'il y a des arguments pour dire qu'il y a eu des complications thromboemboliques? Toujours rechercher le facteur déclenchant, le fameux potassium et la TSH. Bien évidemment, tout ça s'inscrit chez un patient qui a un terrain particulier, des comorbidités, éventuellement une cardiopathie sous-jacente, et bien récupérer le traitement en cours. Une fois qu'on aura tous ces éléments, ça nous aidera à discuter de l'attitude thérapeutique. L'attitude thérapeutique, comme on vient de le dire également, eh bien, ça pourra être le contrôle du rythme cardiaque. Donc là, si on décide de réduire, effectivement, c'est indépendamment du score de Chasse-Vasque, la nécessité de mettre un traitement anticoagulant. La décision de contrôler la fréquence cardiaque, est-ce qu'il faut ralentir cette fréquence cardiaque préférentiellement avec les bêta-bloquants en l'absence de contre-indication, mais ce n'est pas l'objet du topo d'aujourd'hui. La prévention d'accidents emboliques, plus sur le court, moyen et long terme avec le traitement anticoagulant où là, le score de Chasse-Vasque joue un rôle important. Et l'éventuel traitement d'une insuffisance cardiaque et d'une cause sous-jacente. Bien évidemment, comme le disait Carlos initialement, toujours calculer les scores de Chasse-Vasque et Hasbled, même si en France, nous détestons calculer ces scores. Alors, quelle est la place de l'échographie cardiaque transthoracique pour ces patients présentant une FA? Elle n'est pas indispensable en urgence, sauf en cas d'instabilité hémodynamique ou d'insuffisance cardiaque. Mais vous serez bien d'accord, je pense, pour dire que cette ETT, elle est quand même souhaitable pour fluidifier la prise en charge des patients et elle permet de favoriser les filières ambulatoires. Ainsi, on pourra voir si le patient a un bon VG, s'il a un cœur sain, entre guillemets, si la FA est non valvulaire, s'il n'y a pas d'épanchement péricardique. Cette échographie cardiaque transthoracique, elle sera de réalisation facile si vous avez des cardiologues dans votre structure et surtout si vous entendez bien avec eux. Et heureusement, de plus en plus d'urgentistes se forment à l'échographie cardiaque. Et là encore, il n'y a pas besoin de faire de l'échographie cardiaque de pointe pour voir si le VG est bon, voir s'il y a un rétrécissement mitral et voir si le péricarde est sec. Donc, je pense vraiment qu'il faut vraiment poursuivre cet effort de formation à l'échographie cardiaque aux urgences, afin notamment entre autres de faciliter et fluidifier la prise en charge des patients présentant une EFA. Alors en regardant un petit peu dans la littérature, je vous disais les niveaux de preuve concernant les prises en charge ambulatoires des FA ne sont pas très élevés, relèvent essentiellement de registres et j'ai retrouvé ce travail publié par une équipe canadienne en 2016, un travail assez impressionnant, plus de 150 hôpitaux, plus de 61 000 patients inclus initialement, puis finalement on en retient à peu près la moitié, sachant que les patients qui avaient déjà un antécédent de FA étaient exclus. Et là tout de suite, sur la droite, sur cet histogramme, vous voyez, il y a les 154 hôpitaux qui sont représentés. Et donc, on voit le pourcentage de recours à l'hospitalisation, en fait, ou à l'ambulatoire. Et on voit que c'est extrêmement disparate. Certains hôpitaux font quasiment que de l'ambulatoire, alors que d'autres font quasiment que de l'hospitalisation. On voit qu'il y a un gros ventre mou où on est plutôt équilibré à moitié-moitié en termes d'hospitalisation et de prise en charge ambulatoire. Sur le travail que Carlos nous a présenté initialement, il me semble avoir vu que nous étions en France plutôt autour de 23%. Tu me diras, Carlos, si c'est bien ça par la suite. Donc, tout de suite, on comprend qu'il y a des pratiques différentes. Ça peut également être lié au fait que les patients sont probablement différents.
Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette étude, simplement pour vous montrer qu'en comparant les patients pris en charge en ambulatoire aux patients hospitalisés, donc c'est pas nickel, hein, c'est pas randomisé, mais c'est quand même un matching sur un score de propension. Donc c'est plutôt acceptable. Et on s'aperçoit que les patients pris en charge en ambulatoire vont plus avoir recours à une consultation cardiologique à 1 mois et à 1 an. Et on va s'apercevoir que ces patients-là vont également plus avoir une évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire à gauche, y compris lors du passage en urgence à 1 mois et à 1 an, que les patients qui sont hospitalisés. En termes d'outcome, sur le tableau du bas, on voit qu'il y a un impact sur la mortalité et sur la réhospitalisation, et sur le nombre de passages également, sur le fait de passer aux urgences à nouveau. Donc c'est des données qui sont intéressantes, à prendre quand même avec des pincettes, parce que dire qu'il y a un effet sur la mortalité, ça ne veut pas dire que c'est lié au fait d'avoir pris en charge le patient en ambulatoire. C'est certainement lié au fait que les patients pris en charge en ambulatoire sont des patients qui sont moins graves, avec moins de comorbidité, et qui de facto vont présenter moins d'outcomes. Alors une fois qu'on a dit ça, qui sont les candidats au retour à domicile? Bon, le plus simple, c'est finalement de dire qui ne relève pas de l'ambulatoire. Le patient qu'on va hospitaliser, c'est le patient qui a une instabilité hémodynamique, qui présente de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui a présenté un accident embolique ou hémorragique, qui a une pathologie sous-jacente décompensée, un terrain complexe, ou une étiologie nécessitant une hospitalisation, telle qu'un sepsis par exemple. Qui pourrait relever de l'ambulatoire? C'est les patients à bas risque. Qu'est-ce qu'un patient à bas risque? On peut dire que ça pourrait être un patient qui présente une conversion spontanée aux urgences. C'est un cœur dit sain, présumé, ou à bon VG à l'échographie cardiaque transthoracique. Les patients asymptomatiques. Des patients qui présentent des symptômes mais qui sont plutôt bien tolérés. Un patient chez qui la fréquence cardiaque est plutôt contrôlée, inférieure à 100 ou inférieure à 110. Un patient à qui on a réalisé la cardioversion aux urgences. D'accord, je ne dis pas que c'est tous les patients, mais certains patients peuvent bénéficier d'une filière ambulatoire. Et l'un des éléments les plus importants, c'est d'avoir bien expliqué aux patients les traitements et avoir une bonne adhérence en perspective. Bien sûr, tout ceci est possible s'il y a une filière ambulatoire cardiologique organisée au sein de votre structure, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Entre les deux, comme souvent en médecine, il y a toujours une zone grise. Eh bien, dans cette zone grise, pourquoi pas une nuit à l'UHCD en cas d'hésitation, s'il y a de la place. On sait que ces derniers temps, il y avait un petit peu de tension sur les lits, mais toujours rester un petit peu ouvert à la discussion. Alors pour optimiser la prise en charge ambulatoire, il faut stratifier le risque du patient et standardiser les prises en charge. Donc l'évaluation cardiologique aux urgences, je vous le disais, dans l'idéal, l'échographie cardiaque transthoracique, évaluation de la FEVG et de la valve mitrale, voir si c'est une FA valvulaire. Réaliser des protocoles pour des patients à bas risque. Les conditions, c'est une fréquence cardiaque contrôlée, pas d'insuffisance cardiaque, bêta-bloquant en première indication si pas de contre-indication, et NACO, une filière cardiologique avec une réévaluation rapide, idéalement inférieure à 48 heures. En pratique, on sait très bien que c'est compliqué de revoir les patients à 48 heures, et donc on essaye de les revoir dans la semaine. Et je vous ai mis l'exemple canadien. On a un de nos rythmologues, là, Paul Charles, qui allait faire un fellowship au Canada et qui m'expliquait que au Canada, 24 heures sur 24, le patient qui arrivait pour une FA de novo, soit il était dans les critères pour réaliser une cardioversion d'emblée,
soit il avait probablement dépassé les délais, et à ce moment-là, on lui réalisait une échographie transœsophagienne et un choc électrique externe, avec un anesthésiste présent 24 heures sur 24. Donc c'est, on va dire, un contexte idéal. Je pense qu'on n'est pas prêt aujourd'hui pour faire ce genre de prise en charge chez nous. Alors la consultation cardiologique qui sera prévue dans les jours qui suivent servira à réévaluer la thérapeutique, à réaliser une échographie cardiaque transthoracique à la recherche d'une cardiopathie sous-jacente, à évaluer le retentissement et à organiser la suite de la prise en charge. Est-ce qu'il y a un bilan étiologique spécifique à réaliser? Est-ce qu'on programme une cardioversion électrique en ambulatoire? Est-ce qu'on propose d'emblée un geste interventionnel d'ablation, de fibrillation auriculaire? Alors, je vous ai mis trois cas pratiques. Monsieur R, 72 ans, hypertendu diabétique, qui présente des palpitations depuis 10 jours avec une dyspnée qui s'aggrave depuis 48 heures. Il crépite, il a des œdèmes, une fréquence cardiaque à 113. Vous reconnaissez un ECG semblable à celui du docteur Taboulet avec une FA et un trouble de conduction à type de bloc de branche gauche complet. Eh bien évidemment, ce patient-là sera plutôt à hospitaliser, à décoaguler avec un contrôle de la fréquence, des diurétiques et une échographie cardiaque transthoracique. Pour Monsieur R, qui a 42 ans, qui est sportif, qui est ingénieur et qui n'a aucun antécédent, et qui palpite depuis ce matin avec des sensations de battement irréguliers, pas de sinusance cardiaque, tape à 110, il est parfaitement stable, kaliémie normale, écho normal, tout est OK. Tachycardie irrégulière à QRS fin. Et bien là, c'est le candidat idéal à une cardioversion par flécaïne parce qu'il a une écho-cœur et que l'écho-cœur est normal. On peut faire de la flécaïne, 2 mg/kg en 10 minutes. Ça marche dans 60% des cas à 6 heures. Un traitement anticoagulant, même s'il est à bas risque, pendant les 4 semaines qui suivent. Et une réévaluation cardiologique dans la semaine. Enfin, monsieur a 66 ans, diabétique et sportif, qui palpite depuis une semaine avec sensation de battement irrégulier, pas d'insuffisance cardiaque. L'AFA est pas très rapide. À l'ETT, il a une bonne fonction systolique VG, pas de valvulopathie. Et bien là, on peut proposer un traitement anticoagulant, un traitement bêta-bloquant, un retour à domicile et une consultation cardiologique rapide, alors que le patient est quand même diabétique et qu'il a 66 ans. Alors, les take-home message, tout d'abord, pour optimiser cette prise en charge, il faut savoir identifier les candidats à cette prise en charge ambulatoire, la FA sur cœur dit sain, le patient à bas risque, les FA avec une bonne tolérance et une bonne compréhension de la part du patient. Il faut pouvoir planifier le parcours ambulatoire avec une collaboration cardio-urgentiste, comme c'est souvent le cas, des protocoles et une consultation cardiologique systématique dans les suites. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir respecté le temps. Eh bien, c'était parfait. Merci beaucoup, Brahim. Nous sommes dans les temps. Je vais demander aux autres orateurs d'activer leur vidéo et à toi de départager ton écran. Nous allons prendre le temps de quelques questions. Pierre, tu veux pas nous montrer ta belle bibliothèque sous les combles? En attendant, eh ben voilà. Et ton micro, s'il te plaît. Tac. Je suis obligé de le guider. C'est ça, tu me prends pour un gros. Eh ben, je vais t'adresser la première question. Bloc de branche gauche et fibrillation atriale. Est-ce que ça a un impact sur le choix de l'antiarythmique? Parce que tu as sous-entendu qu'il y a toujours une cardiopathie sous-jacente. Alors, la flécaïne est interdite en cas de bloc de branche gauche. Ça me permet de rebondir sur le fait que la flécaïne Péros est un excellent choix, à mon avis, plus adapté pour un urgentiste aux urgences. C'est une très bonne thérapeutique qui est moins dangereuse car on a souvent des chutes de tension, des QRS qui s'élargissent ou des passages en flotteur. Je pense que l'un des progrès de ces recommandations 2020 sont que l'urgentiste doit apprendre
à décharger des patients avec une cardioversion soit immédiate, soit dans un second temps, à utiliser avec modestie la flécaïne, à condition qu'effectivement il y ait eu une évaluation. Je préférerais qu'il y ait un cardiologue qui le fasse. Mais franchement, pour l'avoir pas mal utilisé, je trouve que Péros, ça marche très bien. Et effectivement, quand on repère un BBG, c'est un argument pour qu'il y ait une cardiopathie sous-jacente. Ça ne se traite absolument pas du tout. Et alors là, pour le coup, c'est interdit avec la flécaïne. Ok, c'était très clair. Et j'enchaîne. Une question sur l'adénosine. Y a-t-il des contre-indications? C'est à moi toujours la question? Oui. L'adénosine? Ah non, c'est une bonne question. Non, l'adénosine a une efficacité au bout de 20 secondes et dure 20 secondes. Elle ralentit le nœud atrioventriculaire. Et comme toujours, il est possible que dès que vous mettiez de l'adénosine, ça provoque une cardioversion. Je l'ai déjà vu, sur des flotteurs surtout, etc. Mais ce n'est évidemment pas recommandé. C'est un outil diagnostique sur une tachycardie à QRS large dont on ne comprend pas le mécanisme. Et après, échec des manœuvres vagales qui, je le répète, peuvent être suffisantes pour démasquer une activité atriale correcte. Ça a parfois un effet cardioversant, mais c'est évidemment un hasard ou alors un minime effet. Mais c'est bon. En plus, ça nécessite un plateau technique, l'adénosine. J'en vois pas trop l'intérêt. Moi, j'ai une question pour toi, Carlos, en premier, puis qui débordera un peu. Dans les données d'ACFA, Carlos, tu avais les retours à domicile, les hospices. Est-ce que tu avais une part à peu près évaluable du nombre de patients justement qui passaient à l'UHCD pour rebondir sur ce que disait Brahim, ces patients qu'on garde une nuit pour une évaluation cardio le lendemain, etc. Oui, nous avions la part des patients en UHCD. Je pense qu'elle n'est pas interprétable parce que entre ceux qui codent UHCD parce que le malade a dormi dans le couloir ou ceux qui ont valorisé l'UHCD parce qu'il est resté 6 heures, là je ne l'ai pas devant les yeux, mais je n'en ai pas tenu compte dans les principaux résultats. Puis elle est très variable en fonction de la disponibilité des lits, etc. Je ne suis pas certain que ça a été une réelle indication. Et la question pour Brahim, justement sur ces patients, effectivement, la question c'est est-ce qu'on peut envisager un traitement ambulatoire dès les urgences ou est-ce qu'il faut passer par principalement la nuit, par une UHCD pour une évaluation tranquillement le matin? Quelle est la place de l'éducation thérapeutique? Est-ce que ces patients, il ne faut pas effectivement les accompagner au domicile, comme on le ferait sur les EP, parce que pour autant, il y aura peut-être un peu de gestion d'anticoagulants, un peu de gestion de thérapeutique spécifique, de signes d'alerte? Alors c'est sûr que c'est toujours plus simple de faire cette organisation-là en journée, aux heures ouvrables. La nuit, si vous avez un cardiologue sous la main parce que vous êtes un petit peu inquiet, ça peut faciliter les retours à domicile à 3 heures du matin, par exemple. Sinon, ça sera au petit matin. J'ai une petite question aussi pour Pierre, qui a coupé sa vidéo à nouveau. Tu nous as dit de nous méfier de l'interprétation des machines, c'est une évidence. Est-ce qu'on a une certaine fiabilité, par contre, quand elle donne une évaluation? C'est-à-dire que est-ce que la machine se trompe rarement quand elle met sur le CG fibrillation atriale? On se trompe 10% par défaut, 10% par excès. Il y a un très beau papier de 2019 qui vient de le montrer. Et puis, bon, je me mets en avant. Je viens de faire un YouTube sur l'interprétation automatisée de l'infarctus par les appareils actuels. C'est pas recommandé de l'utiliser pour faire le diagnostic dans un sens ou dans un autre, tellement il y a d'erreurs. À vrai dire, je veux dire, ces machines ne servent qu'à mesurer les QRS, les QT à peu près correctement, les axes, et c'est tout. N'utilisez pas, dans le cadre de l'urgence, les interprétations des machines pour quoi que ce soit. Le taux d'erreur est colossal dans un sens comme dans un autre. Jean-Baptiste, vous avez tous parlé de la FA valvulaire et en parallèle, on a dit que le TT, c'était simplement pour fluidifier le parcours. Comment sait-on que la FA n'est pas valvulaire? Est-ce qu'on considère que c'est dans la majorité des cas, ça ne l'est pas, ou est-ce que finalement, on fait le TT? Alors ça, c'est une bonne question parce que justement, c'est vraiment une question de choix avec la prise en charge de la FA aux urgences. C'est est-ce qu'on a réellement besoin obligatoirement d'une ETT avant de laisser repartir le patient à la maison, justement pour guider l'anticoagulation. Alors déjà dans la FA valvulaire, donc c'est très strict. La prothèse cardiaque, on n'a pas besoin d'ETT pour savoir si le patient a une prothèse mécanique ou non. Donc déjà, sur ce premier élément, on n'a pas besoin de TT. Pour ce qui est du rétrécissement mitral, il doit être hémodynamiquement significatif. Alors généralement, déjà un rétrécissement mitral qui est au moins modéré
il y a un souffle cardiaque au foyer mitral. Donc ça, c'est un premier argument. Le signe auscultatoire, un patient qui n'a pas de souffle de RM, il a de très peu de chances, on a quand même une bonne valeur prédictive de dire qu'il n'a pas de RM. Et deuxièmement, c'est le risque thromboembolique au long cours. Donc là aussi, dans la fibrillation atriale valvulaire avec le rétrécissement mitral, c'est vrai que les AOD n'ont pas été évalués, n'ont pas été surtout validés dans ce cadre-là. Et donc, au long cours, en effet, il n'est pas recommandé de faire des AOD. Mais en effet, pour répondre à la question plus précisément, il ne me semble pas déraisonnable, s'il y a une consultation cardiologique qui est prévue rapidement dans le mois, de partir du principe, si le patient n'a pas de prothèse mécanique, n'a pas de souffle de rétrécissement mitral auscultatoire, d'introduire un traitement par AOD avec une réévaluation précoce par un cardiologue. Très bien, merci. Intervenir. Alors, on a fait des recos en 2015 avec Duchesne, justement, en partenariat avec la SFC, sur le trajectoire d'un patient aux urgences. On les a déjà un peu enterrés, ces recos. C'est dommage parce que tout est écrit dedans, qui peut rentrer, qui peut sortir, qui peut avoir sa cardioversion, qui peut être anticoagulé. Il y a des petits détails que nous n'avions pas à l'époque sur la fréquence cardiaque à cible, sur la FEVG qui est maintenant de 40%, à partir de laquelle on peut donner des bêta-bloquants IV ou Péros sans être trop iatrogène, sans utiliser les bêta-bloquants vasodilatateurs. On a dit que, comme pour l'embolie pulmonaire, comme pour la crise d'asthme, comme pour l'AFA, ce n'est pas un mois, c'est 7 jours. Donc, les recommandations des sociétés savantes sont de 7 jours pour qu'on les ait dans moins d'un mois. Mais si on commence à dire dans un mois, on sait ce qui va se passer. Ces malades sont perdus de vue. Les anticoagulants, les gars vont donner AVK plus aspirine plus bidule, etc. C'est le médicament le plus iatrogène au monde, l'anticoagulant, dans tous les services, dans tous les pays du monde. Donc, moins on en donne, plus on fait le ménage dans la listing des médicaments à risque, et mieux c'est. Ce n'est pas forcément simple chez un patient polymédiqué. Ce n'est pas forcément simple d'apprécier le risque ASBLED ni le Tchad-Vasque en urgence. Je dis toujours qu'on ne peut que le sous-estimer parce qu'on ne l'a jamais précisément. On ne peut pas le surestimer, mais on peut le sous-estimer. Et donc, attention à ne pas donner trop d'anticoagulants aux gens. N'importe comment, à la va-vite à 3 h du matin, ça je suis contre, mais surtout organiser, comme on l'a dit, des filières de prise en charge. Alors bon, pour moi c'est facile, je renvoie les FA à 24-48 heures et mes collègues ont vu comment je faisais et c'est comme ça que ça s'apprend. C'est parce qu'on en a vu plein qu'on apprend à le faire. Au début, on a toujours un peu de peine. Et puis petit à petit, je leur ai dit d'arrêter d'appeler les cardiologues. Parce que là, on est parti sur la troponine, le machin, le truc, le bidule. Et des fois, il n'y a vraiment pas besoin. On fait perdre du temps aux gens, alors que c'est comme si vous me disiez, j'appelle l'orthopédiste pour une entorse de cheville qu'il faut plâtrer. Non, mais tu crois que tu rêves, quoi. Ou une crise d'asthme. Arrêtons, progressons. Il y a plein de documents qui nous autorisent à faire des choses, faisons-les. En revanche, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un autre progrès qui est passé un peu inaperçu, c'est que l'anticoagulation est optionnelle, comme c'est écrit dans le document que nous a présenté Duchesne, si la FA dure moins de 24 heures et que le Tchad-Vasque est à 0 ou 1 chez l'homme ou la femme. Et ça, c'est un vrai progrès. Ça doit aussi nous pousser à ne pas prescrire. Alors, si on sait calculer un Tchad-Vasque, bien entendu, enfin, l'homme de 30 ans qui vient de courir son marathon, qui vient de faire sa FA, il n'a pas un RM serré. Hein. Bon, donc, il n'a pas le diabète, le truc et le bidule. Il y a 20%, je suis d'accord avec toi et je retrouve ça dans mon expérience, de patients qui ont urgence ont une FA primaire, non déclenchée et sans cardiopathie sous-jacente et qui peuvent à peu près sortir dans les 24, dans les heures ou les 24 heures. J'adore les revoir le lendemain. Je leur dis à mes collègues, vous anticoagulez avec un cachet ou deux jusqu'au lendemain, que je revois ça. Vous les bêta-bloquez et le lendemain, on verra. Et ça marche très bien. 70% des cas, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc, il a son bilan sanguin, il a son anticoagulation. Et sachez que je les arrête, les anticoagulants, le lendemain. Ou si ce n'est pas moi, c'est le cardiologue dans les 7 jours. On voit des gens qui sont anticoagulés depuis des années avec Tchad-Vasque à 0 parce que dès que c'est démarré, ces trucs-là, ça ne s'arrête plus, quoi. C'est dingue qu'il n'y ait pas de filière de FA en France. Bon, je vous rends la parole. Non, garde-la 2 secondes. Alors, quel est le rationnel qui dit que les salves de FA ne doivent pas être anticoagulées? Parce que tu étais là dans la même logique. On en voit beaucoup chez les patients âgés.
Ce n'est pas une FA. Pour nous, les recos, elles ne portent pas sur la salve de FA. En général, elles sont souvent les salves de FA, elles sont réversibles avec un traitement. Mais disons que quelqu'un qui a une salve de FA et qui n'a pas fait d'AVC, il y a deux façons de le faire. Soit on dit, oh là là, il a une forte chance de faire de la FA et je l'anticoagule en attendant de vérifier qu'il n'a pas de FA. Et Dieu sait qu'à partir de 75 ans, chez un monsieur hypertendu, il y a monsieur ou dame, forte chance qu'il en ait de la FA. C'est un signe, c'est sûrement un signe important de prévision de la FA. Mais vous n'êtes pas tenu de démarrer des anticoagulations sur des salves de FA. Vous êtes tenu de comprendre et d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Y a-t-il un trigger? Y a-t-il des causes réversibles? Y a-t-il une hypocalémie? Vous corrigez tout ça et vous dites le patient a fait des salves de FA, nous devons dépister la FA. Et là, deuxième question, comment dépister la FA? Parce que, voilà, ce n'est pas une FA. Les définitions, elles ne sont pas de moi et je suis d'accord avec elles, tout en sachant qu'à 75 ans, il a très forte chance d'en installer une prochainement. Merci Pierre. Il y a une question qui est arrivée sur découverte spontanée ou fortuite d'une FA chez un patient asymptomatique en cabinet de médecine générale. La question est, il n'y a pas lieu de l'envoyer aux urgences? Vous êtes d'accord avec, je suppose? La réponse est, est-ce que le généraliste a un ECG, ce qui est pas mal parce que ça se perd. Ils n'ont même pas les petits appareils qui permettent de détecter la FA alors que ça va leur être opposable. Les recos de 2020 sur la détection de la FA à partir de 65 ans et 75 ans sont drastiques. Les chiffres à partir de 75 ans de FA découverte par des patchs de 14 jours chez des sujets de plus de 75 ans, c'est de 5%. On détecte avec 2 fois 14 jours des patchs de FA à partir de 75 ans. Pensez à vos parents s'ils sont hypertendus. Et je peux vous dire, j'ai pensé à mon beau-père qui en a 93, 5% de FA. Et le risque d'AVC est diminué si on démarre les anticoagulants. Donc, déjà, je suis très étonné que les urgentistes, les cardiologues, les généralistes fassent son FA. Ensuite, je suis très étonné, mais pas du tout, je ne le suis pas, c'est qu'il n'ait pas un téléphone avec un cardiologue pour lui dire, dis donc, j'ai fait ça. Bon, vous savez très bien que tout ça, c'est perdu, quoi. Les ECG, ils n'en font plus, ils n'ont pas de lien avec les cardiologues et ils se débarrassent en disant « Oh, j'ai pas le temps ». Ça, c'est l'argument. J'ai pas le temps parce que nous, on l'a, bien sûr. Donc, je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. Ils vont continuer à nous les envoyer aux urgences. Il faut juste lui donner un peu de bêta-bloquant à petite dose minime, s'il n'y a pas de signe, faire un bilan sanguin, l'anticoaguler. Puis voilà, le revoir le lendemain ou l'adresser à quelqu'un dans les 7 jours. Mais ils n'ont plus les moyens. Moi, ma collègue hier, une famille a demandé à un cardiologue, il lui a donné rendez-vous en novembre. œdème des membres inférieurs, essoufflement, 55 ans. Hier. Non, mais nous vivons une crise de l'offre de soins qui est catastrophique. Et les gens continueront à aller aux urgences. Et nous devons apprendre à faire ce que faisaient avant les généralistes et ce que faisaient avant les cardiologues quand ils faisaient autre chose que de l'échographie. Ibrahim, tu as une hotline pour la filière ambulatoire et qu'en est-il de l'éducation thérapeutique? Moi, je suis toujours frileux d'introduire des anticoagulants sans prendre le temps d'expliquer. Alors, on a des rythmologues qui sont très réactifs et qui ont des plages de consultation post-urgence dédiées, donc pas dédiées à l'AFA, mais dédiées à tout ce qui est troubles du rythme, interrogation de pacemaker. Et donc, on est capable. Avant le mois de novembre. Avant le mois de novembre, donc dans les jours qui suivent. Vraiment. Et puis, quand on est dans une structure où on connaît bien les urgentistes, où on s'entend bien avec eux, eh bien, là, moi, je fais mon topo. Derrière, j'ai un de mes collègues qui m'appelle pour aller voir un patient. Je peux me rendre disponible entre deux consultes, entre 2 examens, pour caler un patient. Donc, c'est vraiment, tu sais un petit peu comment ça se passe, Carlos, où quand on est dans une structure, il faut savoir se rendre service. Et la collaboration urgentiste-cardiologue, elle est impérative. Et c'est sûr, comme le dit le docteur Taboulet, plus les urgentistes seront capables de prendre en charge des FA entre guillemets simplex et des choses de façon complètement autonome, plus les cardiologues seront disponibles pour d'autres problématiques. Tout à fait. Donc tu serais OK pour communiquer ton 06 avec le replay? Alors, il y en a pas mal qui l'ont déjà, qui pensent que je travaille 24 heures sur 24, mais en tout cas, le numéro de l'USIC est disponible 24 heures sur 24. Ouais.
Ok, peut-être j'ai une question à Jonathan. Tu as parlé des moyens de cardioversion. Est-ce que l'incidence des événements dépend du moyen de cardioversion, que ce soit amiodarone, choc électrique ou ablation? Parce qu'on a vu dans les études que tu as présentées, les résultats n'étaient pas toujours le même en fonction de comment on a choisi de faire la cardioversion. Oui, et puis le critère d'évaluation principal n'était pas forcément le même dans les différentes études. À ma connaissance, il y a une revue que j'ai pas eu le temps de présenter, mais qui seront dans les diapos suivantes, si vous pouvez les lire, si elles sont mises en ligne. Il compare les événements secondaires des cardioversions électriques et pharmacologiques, qui ne semblent pas différents. Mais il ne compare pas les médicaments entre eux, s'il y a plus de risques d'événements secondaires en fonction du médicament utilisé pour la cardioversion. À ma connaissance, il n'y a pas de distinction entre les médicaments. Ok, super, merci beaucoup. Je crois que nous allons en rester là. Merci beaucoup, les amis. Merci à tous les participants. Patrice, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah écoutez, merci à tous d'avoir assisté à la présentation ce matin. Donc, dans les infos importantes à rappeler, bah, on remet ça demain matin. Donc, effectivement, tous ceux qui sont disponibles, n'hésitez pas à revenir vous connecter sur le webinaire demain matin pour les 2 prochaines sessions. Et quant aux topos qui ont été présentés ce matin, les orateurs vont nous envoyer leurs topos qui seront donc disponibles sur le site habituel du Résuval. Et on mettra en place également le replay de la visio. En tout cas, merci à tous de votre participation, de vos questions. Merci beaucoup aux orateurs pour la qualité de leur présentation et leur respect quasi strict du temps imparti. Et puis, bah, bon appétit à tous. L'année prochaine, j'espère qu'on pourra tous remanger ensemble autour du self de l'ENES sur Tournaba. Là, ça sera un peu chacun de son côté, mais c'était quand même un plaisir de vous revoir et de pouvoir reproposer ces topos et ces formations. Merci à tous, hein, bravo. Merci, Merci au revoir. Au revoir. Ouais.